Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors je signale à nos auditeurs que vous avez récemment publié avec Éric Saunier, maître de conférences en histoire moderne à l'Université du Havre, un ouvrage intitulé « Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage » dans la revue du Philanthrope aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Alors aujourd'hui avec vous Bernard, nous allons revenir sur une thématique qui a donné lieu à 2 journées d'études organisées à Nantes en 2016 sur les femmes et le négoce dans les ports européens. Nous avions évoqué d'ailleurs dans une précédente émission la figure d'Anne Auchil, femme du négociant armateur nantais Guillaume Groux, qui a repris les affaires de son époux après sa mort en 1774. Alors le milieu du négoce, a fortiori au XVIIIe siècle, semble être un milieu quasi exclusivement masculin. L'exemple de la veuve de Guillaume Groux est-il marginal ou retrouve-t-on d'autres femmes à la tête de négoce avec les îles des Amériques et le continent africain à cette période ? Le négoce, vous l'avez dit, est effectivement un milieu très masculin. On parle de ces messieurs du commerce, ou encore André l'Espagnol, pour Saint-Malo, avait consacré sa thèse à ces messieurs de Saint-Malo, une élite négociante au temps de Louis XIV. Un milieu très masculin, toutefois, on voit un certain nombre de femmes, et en particulier de veuves, exercer des responsabilités. Le veuvage, et André l'Espagnol l'avait bien montré dans un article sur Saint-Malo, le veuvage permet à des femmes de s'émanciper et de se retrouver à la tête de maisons de commerce familiales. À Nantes, on a plusieurs exemples. Alors vous avez évoqué Anne Auchil, mais on pourrait également évoquer Élisabeth Bureau, veuve de René Montaudoin à la fin du XVIIe siècle, ou encore Françoise Cros, la veuve d'Henri Bouteiller au tout début du XVIIIe siècle. Donc on a des exemples de femmes qui participent à l'armement maritime en tant essentiellement que veuves. Alors ces femmes négociantes se retrouvent-elles de façon homogène dans tous les ports européens ? Vous avez cité Nantes. Est-ce qu'il existe des endroits où une présence de figures féminines est plus importante qu'à d'autres ? Classiquement, on avait tendance à opposer, je dirais, l'Europe du Nord, où la présence des femmes dans le négoce était plus importante, et l'Europe du Sud, si vous voulez, où cette présence féminine était moindre, voire quasi nulle. Cependant, les historiens et les historiennes qui se sont intéressés à ces questions ont montré pour les ports espagnols et pour les ports portugais, je pense à une collègue de l'université de Porto, Amélia Polonia, que des femmes pouvaient également participer au négoce. Donc, voyez que finalement, c'est quelque chose que l'on retrouve, alors à une échelle, je dirais, européenne. Et j'ajouterais également que certains ports en situation coloniale, donc certains ports de la Martinique française, de Saint-Domingue, voient également des femmes occuper des responsabilités négociantes. Vous parlez essentiellement de femmes veuves d'armateurs et de négociants. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui arrivent à la tête d'un négoce par d'autres biais ? Il semble effectivement que le veuvage soit le moyen privilégié pour une femme d'accéder à des responsabilités. Elle se retrouve alors en situation de devoir transmettre la maison de commerce familiale, alors généralement à un enfant. Même si ce schéma est loin d'être aussi simple et dans la réalité, puisqu'on voit certaines veuves essayer de transmettre le négoce familial à leurs enfants en s'associant avec eux, mais parfois elles continuent au-delà, je dirais, de la majorité de leurs enfants, et même parfois avec des enfants qui atteignent l'âge d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, donc elles continuent malgré tout des activités d'armement. On a également d'autres exemples, c'est-à-dire une situation où le mari se trouve en situation d'empêchement. Il se trouve empêché parce qu'il est parti à l'étranger pour ses affaires,
affaires, et donc il faut quelqu'un pour, régenter la maison de commerce, et donc là c'est souvent la femme qui se retrouve en responsabilité. Et puis il faut penser également aux situations de maladie, et l'historien Patrick Villiers avait analysé la correspondance d'un célèbre marchand du Havre qui s'appelle donc Martin Pierre Foach, et dans cette analyse, l'historien Patrick Villiers avait bien montré que au-delà de 1759, ce négociant, donc se trouvant affaibli et malade, c'est sa femme, Catherine Jor, qui est la fille d'un marchand de Rouen, qui reprend la direction des affaires. On le voit très nettement dans la correspondance. Donc vous voyez que certaines épouses de négociants se retrouvent associées du vivant de leur mari aux affaires, ce qui permet d'ailleurs, en cas de veuvage, d'être informé des différentes tractations commerciales de la maison de commerce. Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien Bernard Michon et nous abordons aujourd'hui le rôle des femmes dans le négoce au XVIIIe siècle. Alors vous nous avez dit, Bernard, qu'il était courant que les femmes soient associées aux affaires de leur mari. Alors au XVIIIe siècle, l'éducation en technique commerciale semble a priori réservée aux hommes. Est-ce que les femmes dans la gestion des affaires avaient une éducation particulière ? L'éducation des femmes est une question sur laquelle il faudrait, je pense, que les historiens avancent. L'éducation des femmes est souvent une éducation, je dirais, familiale, une éducation qui se fait à l'intérieur de la maison, et du coup, les femmes peuvent se retrouver un peu marginalisées avec cette évolution des techniques commerciales qui intervient au XVIIIe siècle. Cependant, on a des exemples qui montrent que les comptabilités des maisons de commerce peuvent être tenues par des femmes. Donc, finalement, elles ne sont pas complètement exclues de cette sphère financière. On a également des exemples qui montrent que certaines femmes maîtrisent parfaitement les systèmes liés à la lettre de change, à l'escompte. Donc, il serait, je dirais, sans doute un peu caricatural de considérer que les femmes n'atteignent pas ce degré d'expertise lié au négoce. Cependant, cette remarque doit être, je dirais, nuancée, puisqu'il ne s'agit pas évidemment d'une généralité. Toutes les femmes de négociants ne participent pas aux affaires de leur mari, et cela concerne, je dirais, des femmes, et pas les femmes en général. Une minorité, plutôt marginale. Alors, on a sans doute la question de la marginalité est une question délicate parce qu'il faudrait une étude quantitative d'ensemble. Et là, ce qui nous manque, c'est fondamentalement les archives, puisque les gestionnaires nous amènent à réfléchir en termes de rôle visible ou invisible des femmes. Je pense notamment à une collègue de l'université de Nantes qui s'appelle Paulette Robic, qui a travaillé beaucoup sur ces questions à partir des entreprises familiales. Et elle montre bien qu'à certains moments, les femmes sont visibles dans les affaires. Et donc là, on pourrait parler des veuves pour l'époque moderne. Mais à d'autres moments, elles se retrouvent associées à leurs époux, mais leur rôle est à ce moment-là invisible. C'est-à-dire que si l'on examine les traces documentaires laissées par les sociétés de commerce, on ne retrouve pas les femmes. Et évidemment, c'est une gestionnaire, donc elle travaille sur le contemporain, et c'est par le biais d'entretiens qu'elle a pu montrer avec, je dirais, des femmes d'entrepreneurs, donc d'entreprises du XXe siècle, cette fois-ci, qu'elles se retrouvaient, je dirais, aux côtés de leurs époux. Mais si on regarde la documentation commerciale ou la documentation financière de ces entreprises, les femmes sont complètement absentes. Est-ce que cette absence peut s'expliquer notamment par les droits restreints au niveau juridique et législatif des femmes à ces époques-là ? Est-ce qu'elles contournaient ces restrictions ? Est-ce qu'elles avaient des possibilités de les contourner ? À l'époque moderne, la femme est considérée comme une éternelle mineure, c'est-à-dire qu'elle passe de la tutelle de son père ou de son frère aîné, le cas échéant, à la tutelle de son mari lorsqu'elle convole en juste noces. C'est-à-dire que cette tutelle peut être rompue, on l'a dit tout à l'heure, au moment du veuvage. Cependant, pour contourner cet aspect juridique des choses, les femmes doivent être amenées à obtenir l'autorisation de leur mari
pour passer un acte devant un notaire, pour déposer en justice, il faut qu'elle soit autorisée par. Alors, cela pose évidemment la question pour les hommes qui s'absentent. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pour les marchands, pour les négociants qui sont amenés à se déplacer à l'échelle de l'Europe ou des îles pour leurs affaires. Également, il faut penser à toutes les populations de gens de mer, de capitaines de navires qui, évidemment, partent pour des périodes pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Et c'est par un système que l'on appelle le système de la procuration que les femmes se retrouvent autorisées à passer un certain nombre d'actes par leur mari qui leur laisse une procuration avant leur départ. Ces procurations se trouvent en grand nombre dans les minutiers des notaires, par exemple à Nantes, mais on retrouve ça également dans tous les ports donc, de la France métropolitaine. Bernard Michon, merci. Alors on se retrouve la semaine prochaine et après avoir abordé les femmes négociantes, nous allons parler de la place des femmes esclaves. Merci aux auditeurs qui nous suivent et excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.